Je suis très reconnaissante de tenir les délais, c'est parfait, je vous remercie. Donc nous avons vu effectivement que le jeu pouvait être une sorte de préparation pour les jeux guerriers. Et cela me permet de faire très habilement noter une transition avec le sujet de Monsieur Alexandre Riosbord. Monsieur est maître de conférences d'histoire contemporaine à l'université Paris Diderot. Et ses recherches sont consacrées à une histoire de la guerre en tant que problème de gouvernement. Je cite, en particulier à partir du cas américain. Et ici, vous allez nous parler d'une situation très particulière. If they can't live straight, they can't shoot straight. La politique des jeux sous l'uniforme aux États-Unis en 1917-1919, donc dans le contexte très particulier de la Première Guerre mondiale. Et donc, si la guerre n'est pas un jeu, le jeu peut-il être une guerre ? Merci. 20 minutes. Merci. Alors 20 minutes, en plus j'ai la pression parce que tout le monde a réussi à se tenir. Donc effectivement, oui, donc une enquête sur les pratiques du jeu dans les forces armées américaines. Donc je vous amène au début du XXe siècle et on affûte les baïonnettes. Vous ne pourriez pas si bien dire, les Américains sont un peu en retard et en 17 ils entraînent encore leurs troupes à la baïonnette, y compris en les faisant jouer. Vous ne m'entendez pas ? Il faut vous rapprocher simplement du micro. Il faut que je me rapproche ? J'ai tendance à parler très fort, alors je me rapproche pas trop. Là, ça va ? C'est bien ? Super. Donc cette enquête, ce propos aujourd'hui, se propose de s'intéresser au jeu en tant qu'instrument de gouvernement, à travers un cas, donc les États-Unis, pendant la Première Guerre mondiale, où un certain nombre d'institutions, dont celle dont je vais vous parler aujourd'hui, le YMCA, vont s'engager dans une vaste opération de contrôle, de conduite, de transformation d'une vaste population, momentanément à leurs mains, littéralement en captive, c'est-à-dire celle des volontaires et des conscrits, près de 5 millions d'individus aux États-Unis, 4,8 millions, et dans laquelle le jeu, dans cette opération de contrôle et de conduite, les jeux sont explicitement et immédiatement conçus comme un instrument clé. Cette recherche a été engagée à partir d'un cas sur lequel je travaille, qui est la ville de Newport, dans le Rhode Island, qui est une espèce de Deauville américain, qui voisine une base de la navale et qui, pendant la guerre, cette base de la navale grandissant, elle va déborder sur la ville, poser tout un tas de problèmes. Et l'un des fils que j'ai tiré de cette histoire, c'est ce programme d'entraînement récréatif destiné aux soldats. Et donc, je me suis intéressé par ce biais-là à la question du jeu. Alors, c'est une enquête à la croisée de l'histoire sociale des forces armées, de l'histoire des politiques sociales, et donc de l'histoire des représentations et des pratiques ludiques aux États-Unis au début du XXe siècle. Et donc l'idée, c'était de s'interroger sur cette histoire de politique du jeu, autrement dit sur la mise en place d'un programme d'activité ludique à la fonction éminemment politique, la conduite, et vous allez le voir, la transformation de masses d'individus, de jeunes hommes, et même si je ne l'évoquerai pas ici, des civils des communautés avoisinantes, dans une triple perspective de discipline militaire et sociale, d'hygiène corporelle et sexuelle et de réforme éducative et morale. Ici, le jeu n'est donc pas tout à fait un jeu, au sens proposé par Huizinga dans son célèbre Homo Ludens. Ça n'est pas une activité véritablement libre et volontaire, elle est encouragée, elle est encadrée, elle ne se déploie pas dans un espace autre, mais justement dans le camp d'entraînement, dans la caserne. Elle n'a pas véritablement sa propre temporalité, on sait très exactement quand ça commence et quand ça se termine. Et enfin, pour paraphraser Roger Caillois, ses promoteurs ne la considèrent certainement pas improductive, on l'a déjà compris. Dans le même temps, ce jeu sous l'uniforme n'en doit pas moins répondre à des horizons d'attente ludiques des jeunes qui sont invités à jouer, afin d'abord de procurer ce sentiment de joie et de tension et de détente, je cite, qui est à la fois la condition de son succès et de la participation effective des troupes. Et puis c'est un objectif clairement identifié de cette politique du jeu. Autrement dit, il faut atteindre la satisfaction des joueurs, leur contentement, pour tout un tas de mobiles qu'on va évoquer ici. Il s'agit donc de s'interroger du point de vue socio-historique sur la manière dont s'est nouée ou momentanément nouée cette contradiction inscrite dans toute politique du jeu entre impératif ludique d'une part, le fait qu'on s'amuse, et d'autre part, la fonction disciplinaire et ou éducative. Cette contradiction, dans le cas que je vais vous présenter brièvement, elle est prise en charge par celles et ceux qui vont porter et mettre en place ces politiques sociales destinées aux conscrits, en l'occurrence une série d'organisations progressistes, dont le YMCA. Or, on est dans un moment particulier de l'histoire du mouvement progressiste aux États-Unis. Brièvement,
les mois de guerre sont un moment de très haute... c'est le point haut de l'influence du mouvement progressiste aux États-Unis et de ses ambitions. Ce mouvement progressiste, c'est un mouvement qui émerge dans les années 1890, que vous connaissez sans doute, qui est porté par les classes moyennes et moyennes supérieures, urbaines, qui émerge d'abord sur de multiples scènes locales, avec des aspirations diverses, parfois contradictoires, dans une ambiance à la fois inquiète et confiante dans l'avenir, mais qui partagent, disons, un répertoire politique et d'abord un constat des problèmes sociaux croissants dans la société américaine, liés à l'accélération de l'industrialisation, de l'urbanisation, de l'immigration et du capitalisme irrégulé. Et puis donc un répertoire politique. Première chose, un appel à la morale. Ces progressistes sont des moralistes. Ils critiquent les corruptions politiques, évidemment, mais aussi les corruptions de la société et des individus. Corruptions auxquelles il faut arracher les individus en modifiant leur environnement, qui est déficient et qui les entraîne à être corrompus, et notamment en interdisant des pratiques immorales. La prostitution, la consommation d'alcool, c'est la prohibition, les jeux d'argent, évidemment, à partir du début du siècle. Deuxième élément, l'appel à la justice sociale, notamment envers les plus pauvres, les plus en difficulté. Et là encore, on joint à la fois l'action locale et puis progressivement l'obtention de législation sociale sur le temps de travail, sur le travail des enfants, etc. Et puis enfin, troisième point important qu'on va retrouver ici, l'appel à l'efficacité, aux solutions modernes, fondées sur des approches à la fois scientifiques et expertes. Tout ça les conduisant à avoir globalement une vision plutôt positive des institutions publiques qui, une fois débarrassées de la corruption, notamment par une démocratisation approfondie, sont susceptibles de prendre en charge la réforme. Ce programme social déployé dans l'armée et la marine à destination des conscrits s'inscrit dans ce sillage. C'est donc le point haut, peut-être le point le plus haut de cette ambition de transformation, de réforme de la société, et il va prendre une forme typiquement progressiste, c'est-à-dire la création d'une commission qui va fédérer, coordonner les activités des associations, au premier rang desquelles donc le YMCA. Ce programme n'est pas inconnu de l'historiographie, j'insiste pas ici, il a été notamment abordé dans les années 60, 70, 80 par une historiographie critique qui insistait sur la dimension répressive du mouvement progressiste, notamment des classes inférieures. Il a été l'objet d'une monographie dans les années 90 et plus récemment, il a été repris à la fois par l'histoire des femmes, notamment parce que ces organisations sont impliquées dans la lutte contre la prostitution, et par l'histoire du genre et des sexualités, entre autres dans le sillage des travaux de Mario Canadet sur l'homosexualité dans l'armée. Mais le jeu est, comme dans d'autres cas, peu ou prou un angle mort, parfois à peine évoqué, laissé de côté, sans doute parce que c'est un peu trivial, sans doute parce que c'est pas très spectaculaire, par exemple, c'est pas très répressif le jeu. Donc dans les historiographies critiques et dans les historiographies récentes sur la sexualité, ça intéresse moins. Et puis surtout, c'est silencieux. Pendant la période, ça ne provoque pas tellement de débats dans l'espace public. Il y a un apparent consensus autour du jeu qui s'est fait. Et c'est peut-être justement, d'une certaine manière, ce qui en fait son importance et son statut d'instrument clé. Et donc je vais travailler, j'ai ici réduit le propos de mon enquête au seul cas du YMCA, à la fois parce que c'est la principale organisation et parce que j'aurai l'occasion de le dire, c'est à la fois la mieux installée, la plus riche et la plus influente dans ce programme. Alors, je vais peut-être laisser mon plan, je vais commencer par premier point, le problème et les solutions. Alors brièvement, l'entrée en guerre en 17 pour les États-Unis, c'est une masse gigantesque de problèmes. La conscription et l'accueil des volontaires de 5 millions d'individus ou presque sous les drapeaux pose un nombre incroyable de problèmes. Beaucoup ne sont pas anticipés, mais il y en a un qui est bien anticipé. C'est le risque que pose la vie militaire pour les jeunes hommes. La vie militaire a très mauvaise réputation aux États-Unis, c'est pas nouveau, mais on est dans une période donc progressiste de grande sensibilité aux vices, ce qu'ils appellent les vices, auxquels la vie militaire, auxquels sont exposés les soldats et les marins, notamment la consommation d'alcool et les prostituées. Il y a des scandales récents, à la fois sur ce qui s'est passé aux Philippines dans les années, au moment de l'intervention aux Philippines à la fin du XIXe siècle et pendant la période d'occupation des années 1900, et plus proche au Mexique en 1916. Des préoccupations qui provoquent une peur dans les familles au moment où il y a la conscription qui est annoncée. On écrit, comme c'est la tradition aux États-Unis, des lettres au président, on écrit des lettres au ministre, on écrit des lettres à son élu pour s'inquiéter de l'avenir des jeunes hommes que l'on envoie faire la guerre. Ces inquiétudes sont relayées par des organisations favorables à la tempérance, à l'hygiène publique, notamment parce qu'elles y voient l'opportunité politique d'en finir avec les problèmes contre lesquels elles luttent depuis le tournant du siècle. Tous ces jeunes hommes, soudain libérés de la tutelle familiale, des tutelles communautaires, vont consommer de l'alcool, aller voir les prostituées, etc., etc. Ça va être une catastrophe. Cette peur, elle est prise en charge par les autorités politiques, je vais assez vite,
par le président Wilson et surtout par un ministre qui s'appelle Newton Baker, qui est le ministre de l'armée, qui est un progressiste, c'est l'ancien maire de Cleveland, c'est un progressiste convaincu. Il est convaincu aussi que la réputation des camps militaires est justifiée. Il a d'ailleurs envoyé un individu enquêter à la frontière mexicaine qui s'appelle Raymond Fosdick, qui est un spécialiste des questions policières, un expert lui aussi progressiste, qui a enquêté sur la situation des camps au Mexique et qui est revenu avec un rapport concluant que la réputation était tout à fait justifiée. Et donc tout ça annonce une catastrophe et lui va faire une promesse, Baker, comme va le faire le ministre de la Marine à sa suite, celle de protéger les conscrits, de les revêtir d'une armure morale, et non seulement de les protéger des vices auxquels ils pourraient être soumis, mais même de les réformer, de les rendre meilleurs à leur famille après l'expérience militaire et de les rendre meilleurs à la société. Quant aux autorités de l'armée et à la marine, elles sont un peu moins ambitieuses, elles ne veulent pas réformer les âmes et les comportements, mais enfin elles s'inquiètent. Elles s'inquiètent à la fois pour des questions d'hygiène et de santé des troupes, les maladies vénériennes sont dites galopantes, elles s'inquiètent mezzo voce pour les pratiques sexuelles contre nature, dont elles prennent conscience durant cette période. Deuxième point, elles s'intéressent pour la discipline et l'ordre dans les rangs, et donc l'indiscipline que provoque la pratique de ces vices, et puis elles s'inquiètent aussi plus largement du moral des troupes. On est dans un moment où l'armée américaine va cesser d'avoir l'attitude traditionnelle vis-à-vis de ces vices, c'est-à-dire celle de fermer les yeux et de réguler, par exemple en matière de prostitution, en opérant des contrôles de la santé des soldats, mais en les laissant aller voir les prostituées, et on va passer à un système d'interdiction et de répression. Bref, pour faire tout ça, donc, modèle typiquement progressiste, on va faire appel à des associations. C'est-à-dire, on va créer une commission qui s'appelle le CTCA, la Commission on Training Camp Activities, qui va coordonner l'action d'organisations caritatives qui, elles, vont prendre en charge, effectivement, les initiatives à destination des volontaires et des conscrits, comme une sorte de confédération d'organisations, donc très décentralisée, avec beaucoup d'autonomie d'action. Ces organisations, comme le YMCA, elles lèvent leurs propres moyens financiers, elles conduisent leur activité, ce qui provoquera beaucoup de frottements avec les autorités militaires, qui ont la culture hiérarchique, qui auront parfois des priorités divergentes. Et ce programme, il aura un double volet, pour aller vite, un volet répressif. Celui qui est le plus connu, c'est la fermeture de ce qu'on appelle les Red Light Districts dans les villes qui avoisinent les camps, c'est-à-dire les quartiers à prostituées. Et puis un volet actif d'accompagnement, de service aux troupes auxquelles on va s'intéresser ici. Parmi celles-ci, il y a le YMCA, première organisation convoquée, au point d'ailleurs de vouloir être la seule, et de dire que ce n'est pas la peine d'en appeler d'autres, la plus puissante, la mieux organisée, la plus riche aussi, grâce à des opérations de levée de fonds. Le YMCA va lever des sommes absolument gigantesques comme les autres organisations, mais plus encore que les autres. Ils vont lever au total pendant la guerre 170 millions de dollars. Pour vous donner une idée, si je ne dis pas de bêtises, le budget fédéral annuel total en 1913, c'est 35 millions de dollars. Et eux, ils vont lever 170 millions de dollars en 18 mois, qu'ils vont dépenser à hauteur de 150 millions. Après, ils auront une cagnotte qu'ils utiliseront dans les années 20 et les années 30. Donc, il avait énormément d'argent, ils sont très puissants, ils peuvent faire valoir une expérience aussi. Là, c'était pour l'argent. Une expérience qu'ils vont mettre en avant dans les campagnes de levée de fonds. Une expérience longue de plusieurs décennies d'encadrement des jeunes hommes et des hommes. C'était leur fonction principale depuis leur création dans les années 1860. Une expérience avec l'armée aussi. Donc là, ils vont le rappeler ici, sur la frontière mexicaine, mais plus longuement en fait. Ils travaillent avec l'armée depuis la fin du 19e siècle. Et donc une expérience très récente au Mexique. Et donc, de fait, c'est ceux qui vont se déployer le plus rapidement sur le territoire américain en ouvrant des bâtiments du YMCA dans l'ensemble des camps d'entraînement, d'abord des camps d'officiers puis des camps de soldats, et puis en employant, pour vous donner à nouveau une idée de la quantité d'individus impliqués, presque 12 000 employés aux États-Unis et environ 10 000 employés en Europe. Donc c'est des organisations qui gonflent. Elles gonflent, elles sont puissantes, elles ont de l'argent et elles ont des ambitions. Les ambitions, elles sont de 3 ordres, pour le YMCA particulièrement. Première chose, c'est donc le contrôle et la protection de ces jeunes hommes dans le cadre de l'armée. Le contexte, il faut bien penser, ils vont utiliser boy, ils vont les appeler plutôt boy qu'ils vont les appeler men. On est dans le contexte d'invention aux États-Unis, mais je pense que c'est transatlantique, du concept d'adolescence, du concept du moment de transition, d'un espace de transition jugé particulièrement fragile et particulièrement dangereux dans la trajectoire des jeunes gens et en particulier des jeunes hommes. Et donc, ils sont particulièrement fragiles, c'est particulièrement inquiétant, et donc ils vont affirmer que leur premier objectif, évidemment, c'est de s'occuper de ces boys. Deuxième chose, aider et soulager, évidemment, les soldats, faire face à la solitude, à la monotonie, à l'isolement, à l'éloignement de la famille, pour les plus âgés, à l'éloignement des femmes et des enfants,
apaiser ses souffrances. Et donc le YMCA, ils vont créer des lieux qui sont prévus comme des lieux de repos, où on va chercher à se détendre, à recréer une atmosphère. Ils vont essayer de recréer une atmosphère comme à la maison, fondée sur des modèles qui sont des modèles de la classe moyenne américaine, en fait. Comme tous ces progressistes-là, ils ont des modèles très marqués. Donc, ils ont un modèle de la maison, vous voyez, ça ressemble à la maison avec au coin du feu, etc. On lit, on s'assoit, etc. C'est aussi des endroits où on peut lire pour écrire à ses parents. D'ici, vous ne verrez rien, je suis désolé, je pensais qu'on verrait un peu mieux. Mais on lit, on écrit à ses parents, on se retrouve donc comme à la maison. Et puis, troisième objectif qui nous intéresse ici, beaucoup plus ambitieux, et exprimé dès avril 1917 dans des discussions confidentielles, c'est l'idée qu'il faut procéder par ce moyen à une réforme collective d'une génération. L'idée, c'est d'emblée qu'on a une génération donc sous la main, captive, adolescente ou post-adolescente, donc malléable. C'est une adolescence prolongée, on va pouvoir transformer ces individus. Et on en a 5 millions sous la main, soit de quoi influencer l'ensemble de la société dans les 20 ans qui viennent. On a en plus toutes les classes sociales sous la main, y compris des classes inférieures, qui sont à la fois, pour les gens du YMCA, pour aller vite, jugées à la fois dangereuses et hermétiques à leur action depuis le début du siècle. On a toutes les couleurs, et donc on va étendre ce programme aux troupes de couleur, aux troupes ségrégées. On va aussi avoir un programme spécial pour les Indiens. On va envisager d'étendre le programme aux industries de guerre et aux ouvriers des industries de guerre, et puis même au monde entier, comme le dira le secrétaire général John Mott de l'association. Non seulement on a 5 millions d'Américains sous la main, mais avec les Alliés, on a 37 millions de soldats en Europe. Pardon ? J'ai plus que 5 minutes ? C'est la catastrophe. On a 37 millions d'individus qu'on peut transformer. Je vais donc brutalement accélérer pour vous dire quel type d'activités ils leur font faire. Alors, d'abord, 3 types d'activités qui ne nous concernent pas ici directement, mais toujours des activités qui ont pour but d'élever le niveau moral de ces individus, puisqu'il faut les réformer. Première chose importante, activité religieuse, j'insiste pas, le YMCA c'est protestant, évidemment, même si on ne fera pas de prosélytisme religieux, qu'il faut faire de la religion, on distribue des Bibles, on fait des cours bibliques. Deuxième activité, des activités éducatives, on lit des livres, j'aurai pas le temps de vous le montrer ici, on lit des livres, et surtout on fait des cours en anglais pour les analphabètes, les illettrés, ceux qu'on appelle les faibles d'esprit, des cours d'institution, d'histoire, de géographie, des cours sur la guerre, etc. Et puis des divertissements, la musique, le chant, le théâtre, le cinéma, mais donc surtout pour nous, ce qui nous intéresse, c'est des activités ludiques, toujours prioritaires, lorsqu'on ouvre une hutte du YMCA, priorité pratique, priorité politique aussi, à la fois pour la commission et pour le YMCA, exprimée dès avril 17. Ce qu'il faut mettre tout de suite en place, c'est des activités récréatives. Comment elles se déroulent, ces activités récréatives ? De 2 manières. 1, par la mise à disposition de jeux dans le YMCA, notamment les dames, les échecs, ce qu'on appelle les quoits en anglais, donc les fers à cheval, faire des jeux de fer à cheval, c'est un jeu qui qualifie de rural, donc que beaucoup de ruraux américains connaissent et donc peuvent pratiquer, et que les Français pratiquent aussi quand ils arrivent sur place. Et puis par l'organisation d'activités ludiques, soit quiet, c'est-à-dire à l'intérieur, soit physique, à l'extérieur. Les choses s'organisent progressivement, je vais aller assez vite. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont des experts, des professionnels qui sont mobilisés pour faire ça, à la fois des gens du YMCA et des gens extérieurs. Les profils sont tous les mêmes pour s'occuper des activités physiques et récréatives. Ce sont des experts, des médecins, experts des activités physiques, et notamment des gens qui sont employés à l'université, des gens qui dirigent les premiers services, les premiers départements d'activité physique dans les universités. On les recrute exprès, parce qu'ils ont les méthodes pédagogiques nécessaires, etc. Alors que d'autres organisations recrutent des coachs de football, par exemple, et le YMCA dit « mais c'est pas du tout professionnel, ça va pas du tout marcher, il faut prendre des gens qui ont l'expérience de l'enseignement, en fait il s'agit d'enseigner ». Bref, on va créer des écoles, j'ai pas le temps de vous raconter tout ça parce que j'ai déjà dépassé largement, donc on recrute ces gens-là, on leur fait des cours d'éducation physique et récréative. Le sport étant conçu comme un jeu ici. Si tout à l'heure on faisait la distinction entre sport et jeu, ici le sport il est considéré comme un jeu. Il est vaguement complémentaire de l'entraînement physique, mais il est d'abord un jeu. Le jeu, il a beaucoup de vertus pour ces gens-là, et tout ça s'inscrit dans un discours construit depuis la fin du XIXe siècle qui a amené à un changement d'attitude aux États-Unis par rapport au jeu. Le jeu a des vertus psychologiques, il développe les individus, c'est la psychologie génétique, il développe les composantes créatives, il permet de mettre en place un bon environnement pour le développement des individus, il a des vertus sociales, il est essentiel à la socialisation des individus, il transcende les classes, il combine compétition et collaboration, donc il est essentiel à la cohésion sociale, donc il a des vertus vraiment sociales, et il a même des valeurs politiques, parce que le jeu, c'est l'apprentissage des relations démocratiques. Tous ces discours qui parcourent les discours progressistes du début du siècle, ils sont repris et adaptés à la forme guerrière par le YMCA. Le jeu, c'est la guerre.
Le jeu, c'est la forme physique, c'est l'action décisive, c'est la confiance, c'est le fighting spirit, c'est la moralité, c'est l'esprit d'équipe, c'est l'esprit de corps. Donc tout ça fait que s'entraîner au jeu, c'est s'entraîner à la guerre. Il a aussi des vertus psychologiques, ils vont beaucoup insister là-dessus, relâcher le stress. Et puis on va lui découvrir des vertus curatives, notamment celle de permettre de soigner les traumatismes de guerre. Dès l'entrée en guerre, inspirée par les exemples européens, les Américains sont conscients que la guerre provoque des traumatismes physiques et psychologiques. Ils parlent de shell shock dès l'été 1917. Et donc le jeu et les activités récréatives vont servir à soigner ces individus. Donc toute activité qui a ces valeurs-là est possible à envisager. Bref, il faut apprendre à tous ces gens à jouer. Ils font des enquêtes. 70% des conscrits ne savent pas jouer. Je vous passe les blagues sur les Français qui ne savent pas jouer non plus. Ils arrivent en Europe, ils trouvent que les Français ne savent pas jouer. Ils prétendent même apprendre aux Français à jouer au football. J'ai été extrêmement choqué. Au football européen. Bref, ils s'amusent, ils font s'amuser les gens. C'est une réussite. On s'amuse beaucoup. Les chiffres sont très élevés. On s'amuse à quoi? Il faut que je coupe. Vous concluez? Allez-y. La dernière. Pour vous dire à quoi ils s'amusent quand même. Alors ils s'amusent, ils veulent promouvoir ce qu'ils appellent des jeux de masse. Et les jeux de masse, je vais aller vite, c'est ou le sport classique, alors la trilogie baseball, football américain, basketball, mais ils veulent surtout promouvoir ce qu'ils appellent des jeux de masse, c'est-à-dire des jeux d'enfants. Donc ils vont faire des dizaines de manuels dans lesquels ils déclinent des jeux d'enfants. Il faut se courir après, on invente des jeux, une créativité incroyable. L'objectif, c'est que tout le monde soit impliqué, tout le monde joue, tout le monde se détende, tout le monde relâche le stress dans le cadre de la récréativité. Ces jeux, très vite, ils sont pénétrés par la logique de guerre. On voit apparaître la figure de l'ennemi, on change les noms. C'est plus se courir après, c'est passing the hand, catching the Kaiser, etc., etc. Donc ça, c'est assez connu. C'est aussi imprégné de pratiques guerrières. Hein. On joue à des jeux qui ressemblent à la guerre. On porte des blessés le plus vite possible, on traverse pour prendre la tranchée, etc., etc. Bon, on s'arrange, parce que ce qui reste le plus populaire, c'est les jeux. Ces gens n'aiment ni la compétition, ni les jeux d'argent, ni les prix à donner à des individus. Mais bon, ce qui fonctionne, c'est la compétition, et donc ils vont organiser beaucoup de compétitions de sport dans les camps, des ligues, qui se termineront même par des concours interalliés en 1919. Et puis, dernière chose, nous échappent les jeux interdits, ce qu'on ne doit pas faire. En gros, les jeux de cartes et ce qui va avec les jeux d'argent. Alors, on les voit très peu dans les archives, évidemment, comme on voit très peu les problèmes dans les archives du YMCA, mais on les voit quand même apparaître de temps en temps, surtout dans des anecdotes pour expliquer que grâce à leur action, ça ne se passe pas. Mais en fait, on voit bien que dès qu'il y a la possibilité, les gens sortent les jeux de cartes et jouent aux cartes. Merci beaucoup. Eh bien, j'ai fini. Pardon. Fin de la récréation, exactement.